Donc, moi, je suis Caroline Tron. J'ai été salariée 18 ans de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, de Carcassonne puis de l'Aude, puisque la CCI avait fusionné avec la Chambre de Narbonne en 2017. J'ai occupé le poste de responsable des ressources humaines durant 15 ans et je les ai quittés, mais plutôt en très bon terme, on va dire. Ça va faire 5 ans cet été. Je peux dire 4 ans. Tous les ans, je prends un an. Donc, j'assure encore pas mal de recrutement pour la CCI. Je suis en très bon terme avec les personnes, mes anciens collègues, des nouveaux collègues aussi qui sont là. J'ai fait le choix, à l'aube de mes 40 ans, de me lancer moi aussi dans la création. Donc, je n'ai pas un cabinet pur de recrutement. J'ai un cabinet de conseil et d'accompagnement en ressources humaines. Donc, je fais de la RH en entreprise. J'accompagne le dirigeant dans ses problématiques RH, que ce soit les problématiques de carrière ou autres, de mise en place de CSE, etc. Je peux aller aussi un peu sur le volet juridique, mais bon, il y a des avocats qui sont tout aussi bien. Je ne vais plus trop sur tout ce qui est paye, charges sociales. Les comptables s'en chargent. J'en ai fait pendant 13 ans. C'est bon, je sais ce que c'est. Je sais quand même lire un bulletin. Mais bon, voilà. Je ne vais pas trop là-dessus. Je fais de la formation RH en entreprise, essentiellement pour les dirigeants ou leurs managers encadrants, parce que on peut optimiser son management, on peut optimiser pas mal de choses en place. Et parce on n'est pas né manager. On peut être un très bon chef d'entreprise, un bon technicien, mais pas forcément avoir les bons codes pour mener l'équipe avec soi. Donc, bon, tout ça, c'est quelque chose qui m'anime. Et je fais du recrutement pour les entreprises, essentiellement celles de l'Aude. Au-delà des recrutements, j'ai aussi un autre volet d'accompagnement individuel, puisque je me suis certifiée en évolution professionnelle et scolaire. Donc, j'accompagne les adultes en reconversion via les bilans de compétences, la VAE, et les jeunes en orientation scolaire. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vois un peu tous les publics, c'est-à-dire ceux qui recrutent, ceux qui recherchent, les problématiques qu'ils rencontrent. Je vois aussi les adultes qui sont en peine, en souffrance, qui veulent changer de boulot. Et je vois les jeunes en devenir. Donc, c'est pas mal, c'est intéressant. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet dès lors que je peux interagir et m'appuyer sur ma propre expérience avec les gens que je rencontre, parce que c'est eux qui me nourrissent, mais je vais le faire, bien évidemment. Pour ceux qui sont en visio, je ne vous oublie pas. Si vous avez des choses à demander, il y a Joël qui s'occupe de faire remonter vos questions. Peut-être ils se sont présentés dans le chat. D'accord. Ok. Parfait. Bon, on va essayer d'avancer. Juste son accompagnement des jeunes. Oui. On a un service PS jeunes et ados. Les ados, mais ça, c'est vraiment encadrement périscolaire. On a aussi un PS jeune où on a des qui accompagnent les jeunes justement aussi dans la recherche d'emploi, d'orientation, de formation, etc. Donc, on salue le 31. Voilà. Si je peux vous mettre en contact avec la responsable, c'est jamais. Quelqu'un peut me l'inviter, les filles? 31 mai, on verra. Regarder. C'est vraiment un salon emploi et formation pour les jeunes du territoire. Ok, bon, on en parlera tout à l'heure. Qui, au sein de la table, a déjà eu l'occasion de recruter? Qui n'aurait pas dit donc? Oui, 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 tout le monde. Donc, on a déjà passé ça. Les difficultés, vous les avez évoquées dans votre présentation, on n'a pas besoin de les rebalayer. Et vos succès, est-ce que vous pouvez en parler? Est-ce que vous avez de beaux recrutements dont vous êtes fiers et que vous pouvez mettre en avant? Oui? Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Un qui vous vient spontanément, ça veut dire que quand même ça vous parle? Non. Un où elle peut avoir du recul dessus? Oui. On a une jeune fille qu'on a eue en BTS marketing, qui est venue alors au départ, on l'a pris en stage pendant ses études de 12e année, puis elle a continué un an. Et là, on l'a recrutée et on l'a en CDI. Et c'est une jeune qui est très dynamique,
À votre avis, pourquoi c'est une réussite, ce recrutement? Ça vient de quoi? Parce qu'elle est tout à fait intégrée au sein de l'entreprise, au sein de l'intégration au sein de l'équipe, et voilà. C'est le mot-clé que j'attends. Intégration. Très bien. Monsieur, un succès, un beau recrutement. Peut-être plusieurs, mais au moins un à nous faire partager. Oui, bon, des jeunes qui étaient passés dans l'entreprise, j'ai deux cas qui étaient partis. 2-3 ans après, ils sont rentrés. Le mode de fonctionnement de l'entreprise ne leur avait plus. Ils allaient chercher autre chose. Et ils sont passés en équipe. Voilà. Ils sont allés voir ailleurs, ils sont revenus parce qu'ils connaissaient les salariés qui étaient déjà dans l'entreprise. Ils avaient envie de retravailler avec. D'accord. Pour vous, le succès, ça vient de là. C'est l'équipe qui avait en place. Bah, nous, on est Et là. l'équipe. Je me permets de mettre l'équipe en place, mais donc du coup, qui me fait pour moi écho avec l'appartenance à l'entreprise. Quand on crée un groupe, une dynamique d'équipe, on a un sentiment d'appartenance qui est plus fort. Ok. Récemment, pas vraiment. Pas trop de réussite. Non, parce que sur 2 mois, j'ai embauché 4 ou 5. Après, vous êtes, je pense qu'autour de la table, le BTP, effectivement, c'est compliqué, mais la restauration, c'est quand même le high level. Après, j'ai quand même. Je pense que vous êtes sur le J'ai podium. quand même un noyau Solide. Et pourquoi, à votre avis, il est solide, ce noyau? La confiance. Oui. Il y a du demande aussi, il y a quelque chose, on travaille sur ça. Il y a l'argent. Puis l'argent aussi, à trouver des souvenirs. C'est pas comme qui va bien, il faut apporter aussi. Ok. Il y en a eu aussi. Il y en a eu quelques très bons. Alors, citez-nous en un, par exemple. Il y en a un, on va changer de directeur de l'office du tourisme. Oui. Voilà, donc quelqu'un d'extérieur qui est venu par choix sur le secteur déjà et qui adhérait complètement aux valeurs que l'on fait. Là, vraiment, il s'est reconnu dans des valeurs que les gens qui s'est senti pouvoir, lui, les porter à l'extérieur. Ça, c'est vraiment un truc. Je pense que là, c'est une belle réussite sur ce poste-là. Et on a eu aussi un stagiaire, donc on a fini par prendre en alternance maintenant, donc il a fait un stage de 3-4 mois chez nous. Il était parti sur une orientation d'études et nous, comme on lui a dit qu'on pouvait le recruter en attendant, il a changé d'orientation pour pouvoir venir chez nous. Là, il est là pendant 2 ans. L'objectif, c'est vraiment de pérenniser et qu'après, il intègre. Parce qu'après, il n'y a pas du tout d'ici. Ça. Et sur un autre poste d'animation, on a vraiment du mal à recruter. Quelqu'un qui était déjà animateur avant, qui a arrêté, qui a pris des études pour être dans l'enseignement, qui a dit qu'il voulait c'était à distance, il s'est dit je vais faire le poste à 20h, 7h28 final, et mettre de côté. Et là, il a carrément reporté d'un an ses études pour rester un an de plus. Et lui, c'est parce que. Lui, pourquoi? Parce qu'on construit des choses avec des équipes. Et le fait d'être intégré à des process de construction et de. Là, on revoit les fiches métiers et le système de primes mensuelles. Et en fait, on fait des réunions avec les gens de terrain et le fait d'être écouté, entendu. Ils participent. Les intégrer, ils participent aux réunions de construction, même de ça, son discours, c'était. Je pense que ça joue pas mal dans le fait qu'il veut rester. Il y a d'autres qui ne sont pas dépassés, parce que toi, rendre les salariés acteurs du
fait qu'ils participent à des réunions. Alors après, je ne suis pas pour les réunionités, mais de temps en temps, de considérer tout le monde et les faire participer à des réunions pour leur expliquer un peu comment on voit la vision même stratégique et le domaine de l'entreprise, quelle qu'elle soit, même de l'institution. Ben, c'est bien qu'ils puissent participer, qu'ils puissent écouter ce qui se dit, qu'ils puissent aussi émettre éventuellement leurs propositions, pourquoi pas. Hein. C'est voilà, toujours pareil, ça crée un sentiment d'appartenance plus fort. Ok. Pas de succès. Ben, ils seront à venir, pas grave. Vous n'en avez pas fait au sein de la CCI, peut-être dans des expériences précédentes. Oui. Et avec quoi comme succès? Un exemple peut-être? Pas l'exemple qui me vient, mais oui, dans le cadre de nos accompagnements, on aide surtout à identifier même les compétences, le profil, à affiner, on va le voir tout à l'heure. Et ensuite aussi à bien intégrer. Tout à fait. Monsieur, un succès en termes, pardon, monsieur, oui, dans vos précédentes expériences. Il n'y a pas eu de grand succès. Okay, donc, participation à des salons aussi, avoir les différentes possibilités pour recruter. Monsieur, un succès en termes de recrutement? Les succès que j'ai rencontrés sont la collaboration entre artisans. D'accord. C'est pas forcément sur un recrutement, c'est la collaboration donc de professionnels entre professionnels. Dès l'instant où il y a un aspect de hiérarchie. Pas toujours, mais ça peut. Mais pas toujours. Non, mais non, dès l'instant, pas toujours. Heureusement. C'est ce que j'ai constaté. Tout à fait, dans vos expériences. D'accord. Ok. On va poursuivre. Donc, j'ai relevé donc intégration. Bien après le recrutement. Le sentiment d'appartenance qui se crée en créant du lien avec l'équipe en place, la dynamique qui se crée, le sourire en fait partie, aller voir les gens, savoir s'ils vont bien, etc. Bien sûr, ça en fait partie. Donc, ça crée un sentiment de confiance aussi. Avoir confiance, a priori, c'est mieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir les yeux fermés. Hein. Il faut mettre des outils en place pour pouvoir contrôler aussi ce qui se fait dans la maison, dans l'entreprise, dans l'institution, peu importe. Mais accorder sa confiance, c'est bien aussi. Et puis, il faut rectifier le tir si la confiance elle a été un peu bafouée. Le donnant-donnant, important aussi. Valeur de l'entreprise, c'était chez vous. Mais bon, je pense que beaucoup, voilà, on peut attirer les gens grâce aux valeurs de l'entreprise. Encore faut-il qu'elles soient connues et communiquées. Et donc, vous allez répondre. En fait, c'est vous qui allez travailler, c'est pas moi. Hein. Vous allez répondre vous-même à ce que je vais chercher et rendre bien sûr les salariés acteurs. Participer à des réunions. Ok. Donc, vous savez quoi? Là, je vais vous présenter quelques étapes à respecter, en tous les cas à minima, avant le recrutement, pendant le recrutement en lui-même et après le recrutement. Donc, sachez que c'est quelque chose que j'ai animé, ce type d'atelier, à la CCI de l'Aude, à la Pépinière Innovéum, alors le tout début, quand je me suis lancée en 2019, je n'avais fait que le pendant. C'est-à-dire que quand j'étais venue donner quelques conseils en termes de recrutement, c'était le recrutement en lui-même. Et bien, vous voyez, presque 4 ans après, c'est plus du tout ça. Le recrutement lui-même, on va faire une slide. Je vais vous donner quelques conseils, mais après, chacun a ses propres méthodes et elles se valent plutôt toutes. Il suffit d'avoir quelques postures qui permettent d'avancer. Mais on va plutôt se focaliser sur avant et puis on parlera de l'après et on conclura sur l'après-recrutement qui est tout aussi important. C'est même primordial. Donc, la mise en place d'un processus de recrutement efficace. Vous y voyez là? On va mettre une photo un peu plus importante. Ah, mais c'est parfait, parce que moi je vois rien. Donc, il est bien défini, il est efficace, il peut permettre de gagner du temps. Le processus, il a été pensé, réfléchi, afin d'optimiser le recrutement. Il est important de définir toutes les étapes du processus, que ce soit la publication de l'offre d'emploi, le tri des candidatures, les entretiens, des évaluations éventuellement, afin de prendre une décision finale.
il faut bien évidemment, je dis bien évidemment, ça n'est peut-être pas pour tout le monde, impliquer les bonnes personnes à chaque étape. C'est primordial. Que ce soit l'identifiant de ces personnes en interne ou bien en externe, en faisant appel à un cabinet conseil. Il ne faut pas avoir honte de faire appel à des gens comme moi. Ce n'est pas une obligation, bien évidemment. Mais il ne faut pas avoir honte de se dire, bon, mais moi, je ne suis pas un bon recruteur, il y a des professionnels pour ça. Je préfère mettre 3 sous pour aller chercher la compétence en externe, plutôt que de me casser la gueule, entre guillemets, à chaque fois. Ce n'est pas une obligation, encore une fois, et je ne suis pas là pour ça. Mais il faut avoir cette humilité de se dire, bon, mais ce n'est pas mon job de recruter, je vais aller chercher quelqu'un qui va le faire pour moi. C'est un investissement, le recrutement. Donc, avant l'entretien de recrutement, il y a tout ça. La rédaction du profil de poste, la publication, la réception de candidatures ou la chasse. Surtout les job boards, c'est comme ça qu'on dit en anglais, en place, donc c'est tous les sites de recrutement. La sélection sur CV pour convoquer à un premier entretien, des éventuelles évaluations avant ce premier entretien. On fait aussi peut-être après, selon les cas de figure. Alors, tout ce que je vous dis, je vais souvent vous dire selon, parce que à chaque entreprise, à chaque secteur d'activité, à chaque profil recherché, on ne va pas forcément dupliquer la même chose. D'accord? C'est trop compliqué. Même moi, c'est petit. Une définition claire et précise du profil de poste. Pourquoi? Alors, déjà, bien, très bien. Alors, c'est pas que ça, en fait. C'est très bien ça. Ça c'est d'un point de vue que le candidat se dise, oui, je suis en cohérence avec ce que j'ai vu sur l'annonce. Très bien. Déjà, réévaluer les besoins. On peut dire que quelqu'un s'en va, mais ce n'est pas nécessairement le même poste qu'on va recruter. Très bien. On va dissocier en deux, ou va donner une partie à quelqu'un. À chaque fois, il faut réévaluer l'organisation. Voilà, toujours avoir ce réflexe de réévaluer le besoin à l'instant T. Le besoin d'avant-hier n'est peut-être pas celui d'aujourd'hui ou de demain. Et donc, c'est une opportunité, quand on va rechercher un autre candidat, d'avoir cette réflexion, de se dire, est-ce que mon besoin, il est identique? Je vais analyser le besoin. Quand je dis « je », c'est qui? Le dirigeant d'entreprise ou le manager de proximité? C'est une équipe là aussi. Mais il ne faut pas en enlever un. Vous voyez ce que je veux dire? On a tendance des fois, alors dans certaines entreprises, je prends des gants quand je parle comme ça en m'adressant à vous, dans certaines entreprises, les dirigeants, surtout sur des tailles petites à moyennes, préfèrent tout gérer. Et ils vont penser qu'ils peuvent le faire seuls parce que déjà, ça perdra le manager N+1 ne perdra pas du temps à ça, etc. Il sait très bien ce qu'il a besoin. Sauf que d'être à deux, des fois, mais ça permet de dire ça, par contre, c'était peut-être 60% du temps de Pierre, mais demain, vu la machine qu'on vient d'intégrer dans l'usine, ça va être réduit de moitié. Donc peut-être j'ai besoin d'autre chose. Dans ça, ça permet de voir si on n'a pas quelqu'un qui représente d'abord à ce poste-là, et peut-être qu'on lui verra un autre. On est d'accord. Alors, je ne vais pas aller sur le volet interne, mais c'est une très bonne analyse, très bonne réflexion. Toujours privilégier, toujours, mais c'est vraiment, quand je dis toujours, ce n'est pas de temps à autre. Avant de diffuser et d'attaquer tout le processus que je vous présente de recrutement, on regarde en interne si on n'a pas la ressource ou si on n'a pas le potentiel pour faire devenir, pour pouvoir occuper le poste et faire monter quelqu'un en compétence. C'est primordial. Alors, ce n'était pas dans mon sujet aujourd'hui, mais c'est une très bonne remarque parce que c'est vraiment ce qu'il faut d'abord regarder en interne. Il y a des gens, vous allez les garder parce que vous allez les faire évoluer. Donc, pensez d'abord à cela. Et si vous voyez qu'il n'y a personne qui se positionne, que vous-même, vous avez identifié personne dans l'entreprise qui serait en capacité de devenir celui que vous recherchez, et bien alors vous allez à l'externe. Mais toujours privilégier la candidature interne. Très bien, vous avez bien fait d'intervenir sur ce point. Je vous lis un petit peu ça, mais vous allez comprendre ce vers quoi je veux aller. Donc, l'identification du besoin va permettre de définir précisément un profil de poste dans lequel seront mentionnées les compétences et qualités requises pour occuper ce poste.
Cela permettra de mieux cibler les candidats et d'éviter de perdre du temps et de l'argent à évaluer les candidatures qui ne correspondent pas au poste. Quand bien même, monsieur, ce que vous vivez, quelqu'un qui candidate sur un encadrant de chantier alors qu'elle est vendeuse en magasin, on en a tous les jours, malheureusement. Candidate à tout ce qui s'ouvre et ça, on ne pourra pas l'éviter. Mais ça, il faut après trier rapidement. Mais bon, ça, c'est inévitable. Différentes façons de rédaction sont possibles avec des approches différentes. Ça aussi. Alors, je ne suis pas là pour vous faire une rédaction de texte, mais on peut avoir différentes façons de rédiger notre profil de poste. Pourquoi je vous parle directement de ça? Parce que pour moi, la définition du profil peut de suite après être intégrée dans une rédaction d'offre de poste à publier. Donc, je fais le lien. Le rôle et l'émission doivent être décrits à minima dans les grandes lignes. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le détail. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, on voit des annonces, il y a 1 page et demie, 2 pages, vous les avez perdues. Ou alors, vous ne les mettez pas forcément en confiance. Il vaut mieux garder des gros titres et en discuter en face à face. Il faut mettre, bien sûr, à minima les compétences recherchées ou souhaitées. Il faut le préciser. Si c'est exigé ou souhaité, c'est important. L'expérience, le diplôme, etc. Et le salaire, on va y venir. Pour autant, quand je vous parlais de rédactions différentes, donc, dans l'annonce de recrutement, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, évidemment? La culture de l'entreprise. On peut s'amuser à faire une pointe d'humour si on le veut dans la rédaction. On peut tout essayer. On est libre de faire. Il faut que ça colle à l'image de l'entreprise. Une entreprise qui se veut classe avec du personnel classe à la hauteur du dirigeant parce que c'est l'image qu'elle a de son entreprise et qu'elle veut perpétuer et elle veut des salariés à son image, elle ne va pas y aller avec la pointe d'humour. Rejoignez-nous, non. Mais il y en a qui peuvent se le permettre. Vous allez vous adresser à un public plus large. Donc, toujours pareil, il faut voir quel public vous voulez cibler, quel profil vous allez rechercher. Même en tant que personne, je parle là. Je ne suis même pas sur les compétences. Comment attirer l'accroche? Sachez aussi, si vous utilisez les pôles emploi et autres job boards qu'on verra un peu vite fait tout à l'heure, que quand les gens sont identifiés sur ces job boards, ils créent des alertes. Quand ils reçoivent des alertes dans leur mail, il n'y a qu'1 ligne et demie qui s'affiche. Donc, s'ils en ont 25 qui arrivent, ils vont lire juste la phrase et demie. Donc, moi, ça fait maintenant 1 an à peu près qu'on révise systématiquement nos annonces en allant vérifier comment elles sont affichées si on se retrouve dans la position d'un candidat. Parce que finalement, on n'a rien dit dans la 1 ligne et demie qui apparaît à l'écran de la personne. Donc, on n'attire pas. Donc, je dis tant pis, on rédigera autrement après, mais vous me faites sur la ligne et demie, vous allez me mettre le truc important. Si c'est un CDI que vous voulez montrer, parce que c'est ce qui va attirer, il faut que ça y soit dans le 1 et demi. Le lieu géographique, si vous l'attirez, il faut que ça y soit. Si c'est un travail sur 4 jours, je souhaite que ça soit sur cette ligne et demie. Il faut que tout soit sur cette ligne et demie. Vous vous débrouillez. Après, vous rédigez différemment. Mais il faut que ça sorte sur cette 1 ligne et demie. Ça, c'est des astuces qu'on ne connaît pas forcément. Et selon les job boards, l'affichage n'est pas le même. Donc, voilà. Déjà ça, parce qu'au milieu de 25, mais soit il y a des choses qui vont flasher, voilà. Et on en arrive d'ailleurs à ce qui doit flasher ou pas. Le salaire, à votre avis, est-ce qu'il faut l'afficher ou pas? Est-ce que vous avez l'habitude de mettre le salaire ou pas dans vos annonces? On fait un tour de table, vite fait. Oui, non, oui. Mais pas dans le. Pas dans la 1 ligne et demie, mais dans le corps de l'annonce, la personne sait pour combien, voilà. OK. OK. Oui. Mais pour ce public territorial, je n'ai pas de salaire. Ça dépend de qui va en face de moi. OK. Monsieur? Votre réponse me plaît. Effectivement, je regarde un peu les gens qui sont en ligne. Je ne sais pas si eux, ils répondent à ça. Effectivement, pas nécessairement ça me plaît. Parce que là, c'est pareil, il faut s'adapter. Si vous avez une rémunération qui sort un peu des clous, un peu up, j'ai envie de dire, un peu haute, et bien, tant mieux, mettez-le. Vous allez attirer du monde.
Donc, j'ai un bel exemple, notamment là-dessus, qui est celui-là. Tu vas en parler, parce que des comptables, il en existe dans les cabinets, il en existe des comptables d'entreprise, il existe des comptables spécialistes, style comptable notarié, notarial, c'est pas comment ça. Et donc, ces 3 comptables, ils ne sont pas du tout rémunérés pareil. Et je peux vous dire que le stress en cabinet est bien plus important, bien plus élevé que dans les 2 autres que je viens de citer. Et bien, les rémunérations ne sont pas du tout les mêmes non plus. C'est là où il y a beaucoup de stress, beaucoup de boulot, plein de périodes fiscales, où ils sont le plus mal payés. Donc, il y a des questions à se poser aussi à ce niveau-là. Donc, moi, quand j'ai des demandes de recrutement de comptables, quand c'est un cabinet, je peux vous assurer que je n'affiche pas les salaires. Je mets selon profil. Parce que sinon, j'ai 0 candidature. Et même en chassant, on ne met pas le salaire. Quand c'est un comptable d'entreprise, où je sais que la personne va gagner à peu près 1 000 € de plus par mois qu'un comptable en cabinet, parce que c'est la réalité, 1 000 €. Je vais le mettre. Je peux vous dire que tous les comptables de cabinet vont candidater à cette offre de poste. Et en 3 jours, j'ai au moins 3 candidats présentés à l'entreprise. Voilà. Ça, c'est duplicable sur d'autres postes. Les comptables notariés, j'en parle même pas. La convention est plus que favorable. Ils ont de très... Mais les comptables, voilà. Donc vous, la problématique, elle est un peu différente. C'est que vous avez une grille, voilà. Mais vous pouvez intégrer un junior. Donc, il y a peut-être des choses à mettre en place. Parce que la partie de cabinet de venir chez nous, il a accepté de perdre. Mais il est venu chercher autre chose de chez vous. La sérénité, la tranquillité, parce qu'il faut y travailler en cabinet. Je me mets à leur place aussi. Il y a des périodes fiscales, c'est très tendu. Et puis, il y a beaucoup d'absentéisme, il y a beaucoup d'arrêts de travail, il y a beaucoup de burn-out qui ne sont pas remplacés puisqu'ils n'arrivent pas à recruter non plus. C'est de plus en plus compliqué dans les cabinets comptables. Donc, voilà. Donc, le salaire, oui, si c'est un avantage pour vous. En fait, il faut afficher et dérouler le tapis rouge quand c'est joli. Quand vous ne savez pas trop vous situer par rapport à vos concurrents, ben vous noyez le poisson, vous pouvez mettre une fourchette de A selon profil, ou alors vous ne mettez rien et vous mettez selon profil. Et vous essayez d'attirer par autre chose que le salaire. Et on y viendra, parce qu'il y a d'autres leviers que le salaire. Je parle trop, non? Allez, on passe à l'étape 2. On considère que votre annonce, elle est rédigée. Il faut bien dérouler, on n'a que 2 heures. On publie. 1h30. Ah oui. Donc, il reste demi-heure, en fait, c'est ça? Voilà. Donc, après la publication, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la publication, là aussi, c'est une stratégie qu'il faut appliquer, une stratégie de diffusion du poste qui va être différente selon le poste ou les profils attendus. Il existe une multitude de job boards, gratuits ou payants, qui s'adressent à différents publics, généralistes ou spécialistes. Donc, dans les gratuits, les plus connus, les généralistes, il y a Pôle emploi, Indeed, j'en passe, il y en a plein, vous ne les connaissez pas forcément tous, moi-même, je ne les utilise pas tous, je vous le dis en face. Voilà, tout ça, c'est des généralistes, il y en a plein. Nouveau, Jobweb, JobWeb, BigJob, etc. Il y a effectivement pour les cadres l'APEC. Alors là où je suis surprise, c'est dans vos propos, monsieur, tout à l'heure, puisque moi, l'APEC, c'est celui qui marche le mieux de tous. En termes de cabinet recrutement, pour les postes de cadre, bien évidemment, c'est celui où j'ai le meilleur résultat en termes de profil en adéquation avec l'offre que je publie. Ah non, ils ne font pas, c'est moi qui le fais, c'est mon job. Donc moi, ils ne me le font pas, ce prêt. Ils peuvent le faire. Et vous prenez cette option et vous êtes déçu, c'est ça? Vous m'avez dit que c'était. On a dit l'option de présélection. Pour moi, ce n'est pas un réseau social. Ah non, on n'est pas sur un réseau social, on est sur le job board. Ah non, c'est après les réseaux sociaux. Tout à fait. C'est pas oui, oui. Pour moi, Indeed, c'est un réseau social. C'est pas ça. C'est que non, Indeed, c'est un job board généraliste. C'est un job board. Indeed, c'est pas un réseau social. C'est LinkedIn le réseau social. Indeed, c'est pas. Alors, Indeed, vous avez des versions gratuites et des versions payantes. D'accord? Là, je les ai mis dans les gratuits. Donc là, je vous les ai mis dans les gratuits. Je vous ai mis pour les cadres, pour les étudiants, pour les métiers IT. J'ai pas tout ce qui est spécialiste, il y en a une multitude.
dans la mode, dans le design, dans le notariat, le truc. Il y en a plein, plein, plein. Il y a aussi tous ceux qui sont en situation de handicap. Il y a des sites, des job boards spécifiques, hein, il ne faut pas les oublier. Et il y a les payants. Là, de nouveau, il y a Cadre Emploi, il y a Monster, GetJob, MeteoJob, il y en a plein, plein, plein. Et puis, vous avez les réseaux sociaux. Et dans les payants, vous avez raison, Indeed. En fait, tous les gratuits, quasiment, à part Pôle emploi, je crois, ou la PEC, ils ont des options payantes, tous. Les réseaux sociaux, tels que LinkedIn, Viadeo, Twitter, Facebook, n'oublions pas Instagram, TikTok, selon les publics. Notamment, vous, peut-être, pour les animateurs. Vous devrez peut-être tenter des salariés qui sont déjà animateurs pour qu'eux-mêmes fassent un TikTok ou quelque chose pour aller publier sur les TikTok des jeunes. Ça, c'est un réseau social à sélectionner pour ce public-là. Selon le profil, c'est pour ça que c'est une stratégie, la publication, selon le profil et le poste qu'on va chercher. Vous aussi, vous pouvez dans la restauration tenter de faire une vidéo d'un serveur, enfin, un truc un peu sympa, qui change de l'ordinaire et d'aller publier. Or, Facebook, vous pouvez y aller parce que bon, les quadras, eh bien, super. Oui. Après, vous pouvez tenter TikTok si vous êtes capable d'accueillir des jeunes chez vous. Je pense que vous êtes capable de tout accueillir s'ils sont bien. Mais c'est ce que je veux dire, on n'est pas des professionnels. Moi-même, les réseaux sociaux, voilà, je l'utilise parce que j'en suis obligée. Eh oui, mais eux, c'est une population qui vont chercher pour être animateur. Dans la restauration, on peut aller en chercher aussi. Et sauf qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas aguerri de ça. Moi, j'ai aucune appétence pour les réseaux sociaux. Je m'y suis mise forcément parce qu'on ne peut pas s'en passer. Mais je peux vous dire que quand j'ai les alternantes de cette génération-là, ben, elles s'y collent. Hein. C'est plus moi. Hein, parce que moi, ça me coûte. Et ce que je fais en 2 heures, elle va mettre 20 minutes. Non, mais c'est la vérité. Chacun ses compétences. N'hésitez pas à prendre un alternant des fois en communication parce qu'il va faire des choses. Je ne dis pas que ça sera mieux que vous, c'est à vous de lui donner aussi, d'insuffler ce que vous voulez qu'il soit fait. Mais techniquement, ils sont plus aguerris, ils vont plus vite que nous, ils ont plus de trucs que nous. Mais c'est la vérité. Hein. On peut faire toutes les formations du monde. Moi, j'ai été formée, hein. Je sais mettre à jour mon site web, etc. Mais le temps que ça me prend, et en plus, j'aime pas ça. Simplement. Donc, autant aller sur ce qu'on sait faire et qu'on aime faire et déléguer le reste à des jeunes. Et il y a le Bon Coin aussi qui commence à remonter pas mal aussi. Il n'y a pas que l'immobilier. Le Bon Coin, il y a des versions gratuites et payantes. Donc, le Bon Coin est en train de prendre une part de marché au job board en place, de plus en plus. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore utilisé, mais je pense qu'on va y passer. On va rajouter le Bon Coin. Alors, mais ils sont en train de bien prendre les parts de marché sur ce secteur, en tous les cas. Donc, vous l'aurez compris, selon le profil de poste et le niveau d'expérience recherché, il est important de choisir une stratégie de recrutement adaptée. Cela peut donc inclure la diffusion de l'offre d'emploi sur des sites d'emploi, la recherche de candidats sur les réseaux sociaux professionnels ou encore, ce que disait Joël tout à l'heure, la participation à des événements de recrutement. Ça aussi, on sort de tout ce qu'on vient de voir là. On peut aller participer, il y en a dans toutes les villes maintenant, des job dating, des salons, des forums. Il ne faut pas hésiter à aller représenter votre entreprise, voire même y aller avec des salariés de l'entreprise qui vont peut-être donner envie. Parce que vous savez, je parle de notre territoire, toutes les villes, y compris Carcassonne, qui est le chef-lieu, ce sont des petites villes, des gros villages, dont les gens se connaissent et le bouche à oreille fonctionne dans nos villes. On n'est pas dans des grandes métropoles. Donc, un tel connaît, tu bosses là, et alors comment ça se passe? Et si vous avez un salarié heureux, qui parle bien de l'entreprise, etc., on va y revenir sur ça. Mais forcément, il va donner envie à la personne qu'il va rencontrer. En disant, mais si, candidate, c'est génial, le patron, il est super, on a des bonnes conditions de travail, etc. C'est ça. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller sur ce genre de possibilités, de rencontres. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre aussi? Il y a des spots radio aussi. Il y a des petites radios locales, c'est gratuit, je crois. Moi, je l'ai fait sur Chéri FM il y a quelques années. Alors, moi, je l'ai fait pour recruter mes propres consultants au tout début.
Et j'en ai qui m'ont contacté parce qu'ils m'avaient entendu sur Chérie FM. Bon, enfin voilà, il y en a. Et j'ai vu sur Pyrénées FM, il y en a souvent. Il y a pas mal de radios locales qui le font. 100% aussi, mais oui. Voilà, il faut y penser. Bon, après, il y a les 4x3. Si vous allez à Carrefour, vous avez le panneau. Il y a plusieurs façons. Mais la stratégie, c'est quand même de bien cibler le profil et le bon outil. Vous, TikTok, vous m'en reparlerez si vous y allez. Si vous tentez l'aventure pour les jeunes. Ouais. Je pense que ça peut fonctionner. Alors après, vous avez vu dans mon processus ici. Non. Ah, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Dans mon processus ici, je dis soit après avoir publié, on reçoit les candidatures, soit malheureusement, on n'a rien. Donc, on est obligé de passer par de la chasse. Donc, quand on reçoit les candidatures, dans le premier cas, donc c'est le point 3, mais il y en a deux, le point 3. Au fur et à mesure, on essaie de trier ces candidatures avec ses propres critères. Une fois de plus, les critères de l'entreprise de madame ne sont pas les mêmes que celles de monsieur. Et de toutes les entreprises autour de la table, peut-être vous n'aurez pas les mêmes critères de choix de sélection. Attention cependant, je tiens à le dire en public, à la discrimination, de quelle sorte que ce soit. Moi, je suis une professionnelle du recrutement. J'ai trop d'entreprises aujourd'hui que je ne dénoncerai pas, qui ne me l'écrivent pas et qui me demandent « je ne veux pas de femmes, je ne veux pas de… je ne veux… » Voilà, il y en a beaucoup. Et alors, c'est légitime. Chez nos entreprises, il n'a pas que ça à faire de recevoir des gens qui n'ont pas besoin de l'activité. Alors après, ça dépend. Si vous passez par un recruteur, légitime, le mot est un peu fort. Parce que c'est de la discrimination. Sur un puits, un fourrage. Oui. Sur un puits, je vais y mettre des bestiaux. Et si vous avez une femme qui fait ça, elle va être mieux que vos gars. Mais ça va être compliqué sur mon poste. Là, j'en ai une partie qui va le faire. Je l'ai trop entendu, je suis désolée. Non. Bon, après, on ne va pas lancer le débat. C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Un exemple concret. Transporter des tuyaux de 100 mm en acier, c'est moi qui ai du mal à les transporter, je vais difficilement vous transporter. Pas forcément moi, mais… Non, mais c'est pour ça que j'explique ça. Non, mais il y a des vérités dans ce que vous dites. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas être, par un professionnel de recrutement, qui ne peuvent pas être… Selon le poste, il n'y a pas de choix. Mais on verra en fonction des candidatures reçues. Mais on ne ferme pas la porte. Je pense qu'on ne peut pas le dire Déjà, sur un CV. Potentiellement, crudement, mettre la personne en situation, montrer que ce n'est pas possible. C'est autre chose. Mais sur un CV, on ne peut pas dire sur un CV écrit, personne n'est capable de porter 100 kilos ou 20 kilos. Homme, recherche homme, Non. pour telle activité. Ah non, c'est interdit par la loi. Ah bon? Ah oui. C'est interdit par la loi. C'est de la discrimination. C'est interdit par la loi. Donc, moi, l'écriture inclusive, je ne l'aime pas trop, candidat, point, etc. Je préfère mettre tout au masculin et on met à la fin homme/femme. Voilà. Parce que moi, bon, après, c'est passé. Donc, l'écriture, le pied, machin. Moi, j'ai du mal à la lire, donc je n'en crois pas. Mais on met toujours, bien sûr. Enfin, c'est interdit par la loi. Après, ça ne veut pas dire que vous prendrez le profil qui se présentera. Il y aura peut-être peu de dames qui postulent. Je ne pensais pas qu'à celle-là de discrimination, malheureusement. Vous savez très bien de quoi je parle. L'âge, le handicap, pas forcément. Parce que ça peut aider les entreprises, et tant mieux. Si on peut favoriser, si les aides pour les entreprises favorisent l'emploi des handicapés, moi je dis tant mieux. Donc c'est pas forcément un frein, ça dépend des emplois, bien évidemment. Non, mais je parle surtout des origines. Et ça, il y en a encore énormément dans notre territoire qui me disent c'est pas la peine de me les envoyer. Concrètement, on a des chantiers d'insertion. Les personnes éloignées de l'emploi, pourtant sur des RSA, sur quelques dates. Donc, au niveau de la technologie, etc. Donc, ils intègrent un chantier particulier. C'est un travail technique, donc ils sont sur réparation, construction, bâtiment, etc. Pendant des années, on n'a eu que des hommes. Ça y est, on a des femmes. Et elles ont tout à fait leur place. Et elles font aussi bien que les hommes qui sont sur le terrain. Donc, je veux dire, et sur papier, on ne peut pas dire. Alors maintenant, il y en a une, elle a arrêté parce que pour elle, c'est trop dur. Et ça pourrait être pour un homme aussi. Je veux dire, là-dessus, et sur le CV, on ne peut pas dire qu'elle n'était pas en capacité ou en capacité de le faire. Et elles sont
Voilà, généralement, ça se passe bien. Et aux d'équipe, ça passe très bien qu'il y ait des travaux. On ne peut pas noter peut-être le fait qu'on cherche un homme, on peut marquer, on fait le compte, le travail est difficile. Voilà. Oui. Conditions de travail, oui. Toi, à soulever important, ou mettre des charges lourdes sur ta. Oui, bien évidemment. Chaque salarié de 100 kg minimum. C'est la discrimination. C'est bien, oui, mais non, mais c'est la problématique. Ça veut dire que je te pose sujet. Alors, C'est parce que je veux chier. non, mais. Ce que je veux dire à un moment donné, c'est qu'il y a une perte de temps qui va être considérable à étudier des choses, et puis les gens qui vont y croire, ça perd du temps. Il y en a qui ont leur chance partout les moyens pour trouver de l'emploi, pour certains. Ouais, Et s'ils ne sont pas en adéquation, on leur refuse l'accès à l'entretien s'ils ne sont pas en adéquation. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de candidater. Vous voyez, alors exiger de la personne qu'elle ait telle compétence, ce n'est pas de la discrimination, ça aussi? Non, Non. l'acquisition, c'est pas du savoir-faire. Non, là, vous allez chercher. C'est du savoir-faire. Vous mettez en avant ce dont vous avez besoin pour l'entreprise. Mais en termes d'hommes, femmes de genre, de race, d'âge, c'est interdit par la loi. On est capable de faire. D'handicap. Bon, ce n'était pas le sujet, mais j'étais obligée de vous sensibiliser quand même sur le sujet parce qu'il est important. C'est la vraie. Une filière de vie, des bénéficiaires, aider des personnes âgées à se lever, à s'habiller, à se laver, à faire le ménage, etc. On a beaucoup de bénéficiaires qui ne veulent pas d'hommes. Des hommes, et c'est comme ça. Parce que le boulot est bien fait. Et tant pis, le bénéficiaire ne le fait pas. On essaye. Oui, c'est bien. Là, c'est un métier très féminin. C'est bien. Pourquoi un monsieur ne pourrait pas être auxiliaire de vie? Ça va aussi dans notre sens. Pour donner notre exemple, réfléchissez-vous, mais. On a le droit de discrimination à la nationalité. Non. Et non. C'est bien là le problème. Moi, je fais des travaux sur des sites sensibles de l'armée, si je ne pas français, on rentre pas. Alors là, oui, parce que là, oui. C'est pas ça, c'est un prérequis. Carte d'identité française. Alors après, ils peuvent peut-être obtenir des autorisations, mais sinon, eh ben, vous ne pouvez pas les embaucher sur ce qui est. Le droit de discriminer. Et sur le CV, Ah oui, celui-là, sur le CV, n'est pas sur l'offre. C'est comme. Les- Si, les- non, mais là, et s'ils n'ont pas la nationalité française, ils n'ont pas le droit de rentrer. Sur les sécurités militaires, effectivement. Mais c'est. Exactement. C'est comme un chambre de commerce, et dans notre corps de métier, on demande le bulletin numéro 3, le casier judiciaire. On n'y rentre pas. Ce n'est pas sanctionné par la loi. Ah non, on a un bulletin d'origine. Et dans le numéro 3, c'est pareil. Moi qui suis on peut demander l'extrait de casier judiciaire après. Oui, nous dans la sécurité, c'est pareil. Dans la sécurité, si on n'a pas vu de berge, on a déjà eu des personnes qui ont eu un casier non vierge qui est devenu vierge, et donc on a pu enrichir. Mais effectivement, c'est en fait comment on fait l'entretien, on demande ensuite. C'est après entretien qu'on demande le casier, on demande à l'oral, et ensuite on demande vérification avec la page de nom. Oui, mais on ne sait pas avant de faire un entretien. Parce que l'agent de sécurité. On recherche un agent de sécurité pour avoir travaillé 20 ans dans cette branche-là. L'agent de sécurité sait, de par sa formation, que s'il n'a pas un casier judiciaire belge, Il faut qu'il change de secteur. par rapport à la carte Mais nous, la première fois, donc je sais pas si là, ils vendent la carte pro. C'est mon père qui s'occupe des recrutements, donc je sais plus s'il l'a mis ou pas, mais effectivement, on demande toujours après à l'oral quasiment. Donc en fait, l'agent de sécurité, comme il a la carte pro, c'est il y a la notion du judiciaire, souvent dans les annonces. Mais même en tant que technicien, Si vous voulez bien, je me fais gardienne du temps. Donc, l'autre volet, c'était la chasse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de candidat. Ça ne veut pas dire qu'on aboutit, hein, parce que c'est un travail de longue haleine. Je vais laisser Julie s'exprimer. Ça lui fera un petit exercice sur la prise de parole en public. Non, vas-y, je reste à tes côtés.
C'est quelque chose qu'il faut Je vais essayer de faire vite, du coup, puisqu'on n'a pas trop de temps. Mais l'achat, c'est quelque chose de quotidien. On y passe beaucoup de temps, mais c'est important quand on n'a pas de candidature. On se base sur les job boards, par exemple, le plus connu, c'est Pôle emploi, qui permet de nous rentrer certains critères, dont certains qui sont essentiels, la mobilité, le minimum d'expérience requis. La mise à jour du CV, elle est très importante à regarder, puisque si c'est quelqu'un qui n'a pas mis son CV à jour depuis 3, 4, voire 5 mois, si on l'appelle, forcément il ne répondra pas, ou alors il sera déjà en poste, même si malheureusement il apparaît toujours sur Pôle emploi, donc c'est très important à regarder. Une fois qu'on a trouvé la perle rare, le CV qu'on cherche, on le relance, on le re-relance, on appelle, on ne le lâche pas. Le plus important, c'est de créer un contact avec le potentiel candidat et de lui donner envie de venir à notre rencontre pour pouvoir justement parler de l'entreprise qu'elle peut proposer. Je pense que c'est très important, mais c'est surtout, il faut y passer du temps dans l'achat, parce que les CV, ça peut justement, comme vous le disiez, pas les rues. Et il faut chercher. Et en général, on trouve, ça peut donner de belles rencontres, je pense, et de bons recrutements. Donc, alors, c'est un travail de longue haleine, tu as raison, merci Julie. Ça se fait tous les jours en fait. Oui. Pourquoi? Eh oui, c'est pour ça que c'est un métier aussi. C'est très lourd, hein, c'est fastidieux, je vous le dis. Pourquoi tous les jours? Parce que quand on fait des belles rencontres, comme elle a dit, c'est parce que les gens viennent de mettre à jour leur CV. Donc pour tous les gens comme nous, les professionnels, ou vous, si vous avez des espaces recruteurs, où on peut marquer des critères pour que ça réponde à nos offres en ligne, tout le monde va faire comme nous. Donc, il faut être le premier à l'avoir contacté et à lui avoir donné envie de nous rencontrer. Donc, il faut leur en dire le moins possible au téléphone, parce que quand on chasse, c'est souvent des gens, très souvent, qui sont en poste, mais qui sont à l'affût d'une opportunité, pourquoi pas. Et alors là, on chasse, moi, je leur ai dit, sur le national. On chasse sur le national et on fait déménager les gens. Pratiquement 2 fois sur 3, les gens déménagent quand on fait de la chasse. Ce sont des gens qui veulent venir dans le sud de la France. C'est le premier critère qui les fait venir. Je ne parle pas de Castel, de Narbonne, tout. Ils veulent venir dans le sud. Ils ont de la famille à Montpellier, ça les intéresse de venir à Castel. Ou ça les intéresse d'aller à Perpignan. N'importe où, dans le sud. Le sud attire encore les gens qui ne sont pas de chez nous. Je vous le dis, ça. Donc, la chasse, pourquoi c'est tous les jours? C'est pour être le premier à avoir contacté la personne qui a peut-être mis son CV à jour la veille. Donc, pareil, il y a des techniques. Souvent, les annonces, elles sont regardées le week-end. Donc, si vous ne voulez pas laisser une annonce trop vieillir, vous l'enlevez 3-4 jours et vous la remettez. Elle va remonter dans vos publications et vous la mettez le vendredi, fin de journée. Parce que c'est là qu'elle va arriver. C'est le week-end, les gens. Les gens qui sont postes, encore une fois, plus que ceux qui font qui regardent tous les jours, qui vont sur les sites, qui candidatent à tout va. Mais ceux qui sont en veille de temps en temps, ils vont le regarder le week-end. Donc, le vendredi, c'est une bonne stratégie. Oui, pardon. Donc, c'est là, en fait, d'appeler, si j'appelle un candidat qui ne répond pas, de vraiment rappeler plusieurs fois. Alors, le candidat qui ne répond pas, la pauvre, je lui ai appris, elle connaît tous les rouages. Les candidats, alors même elle me disait, mais ça ne sert à rien, elle ne répond pas. Si tu n'as pas appelé 4 ou 5 fois, tu continues. Tous les jours. Tous les jours, je lui dis, bon, couple de mails. Ça ne fait rien. Il faut se mettre, il faut savoir quelle est la finalité. C'est que vous ayez quelqu'un. On ne sait pas pourquoi il ne répond pas. Peut-être parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il bosse déjà ailleurs, etc. On ne sait jamais. Si vous lui donnez envie de venir vous rencontrer, c'est bien. En général, les chassés sont de très, très bons candidats. Meilleurs que les gens qui candidatent eux-mêmes. Parce qu'on va chercher. Exactement. On va déloger quelqu'un. Si on n'a pas de CV, c'est toi. Alors c'est vous qui allez chercher le CV. Et c'est là aussi la difficulté des job boards, parce qu'elle a parlé de Pôle emploi, mais il n'y a pas que Pôle emploi, on le fait sur tous ceux avec lesquels on travaille. La difficulté, c'est que certaines, c'est Indeed, il n'y a pas forcément les coordonnées du candidat. Donc on ne peut que transmettre une proposition via le Indeed, c'est ça? Si ce n'est, on passe dans les formules payantes, etc., qu'on a déjà utilisées aussi, selon les profils. Mais sinon, on ne peut pas forcément avoir les candidats. Donc là aussi, on envoie, je dis, mais tu le refais demain, tu le refais après-demain. Au bout de...
Et si on en récupère un et nous en faut un, eh bien, tant mieux. La chasse, c'est ça. Donc, c'est pas... Pourquoi c'est fait par des professionnels? Parce qu'il faut avoir le temps de faire que ça. C'est très lourd. Myriam vient d'arriver. C'est aujourd'hui qu'elle me voit le plus, parce que pendant 2 jours, je n'étais pas à droite, à gauche. En 2 jours, tu as vu ce que c'était. Parce qu'elle l'a fait hier, elle l'a fait avant-hier. Voilà. La chasse, ça marche si on est réactif. La personne, moi, donc, sur chaque CV qui a même pris le pouvoir, si ça vaut le coup d'y aller, c'est comme ça que je travaille en interne. Derrière, je demande est-ce qu'elle veut mettre CV mis à jour le. Si je vois qu'il a été mis à jour il y a 6 mois, déjà, elle ne le fait plus. Parce qu'au début, elle nous donnait tout ce qu'il pouvait coller. Je dis non, celui-là, il a été mis à jour en 2016, on l'oublie. C'est pas la peine. Celui qui a été mis à jour il y a 1 mois sur le secteur d'activité, je dis oui, on y va. Celui qui a mis le CV à jour la veille, qui correspond totalement à ce que je dis, vite, appelle-le, n'attends pas ce soir, appelle-le de suite. On arrête tout à l'appel. Ça, c'est notre quotidien. Hein, sur le job board, on voit quand est-ce qu'ils ont actualisé leur CV, c'est écrit. Tout à fait, vous êtes dans le premier cas de figure. Vous ne faites pas de chasse. Mais parce que c'est un peu le job des cabinets de recrutement. Vous n'avez pas le temps matériel normalement de faire ça quand vous travaillez dans vos entreprises. Mais sur certains métiers, on est obligé d'y passer par là. Et alors, soit vous avez les ressources en interne et faites-le. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a aussi son utilité d'expliquer comment on chasse. Et sinon, vous faites appel à un professionnel qui le fera pour vous. Qui n'aboutit pas toujours. Hein. Je suis très humble avec ça. Hein. On galère sur certains profils. Moi, je cherche des chaudronniers confirmés pour les INA. J'en ai trouvé 2. Il y en a un, on a réussi à faire une première vision, puisqu'il est de web. Et je voulais le présenter à l'entreprise. Il ne nous répond plus. Ça fait 2 semaines que j'essaie de le joindre. Je suis peut-être partie faire un voyage. On va retenter la semaine prochaine. Non, mais j'y crois plus du tout, mais bon, voilà. Donc, ça aussi. C'est des métiers qui sont plus aujourd'hui à jour. C'est-à-dire, on n'en trouve plus assez. Voilà. Et sauf qu'ils ont des salaires de ministres, quand même, ces gens. Donc, on peut les attirer. Dans l'industrie, ils sont à peu près à 3 000 €. Moi, les chevronnés que je recrute. Je peux vous dire que. Hein, et on en parlera tout à l'heure. Parce que les immigrants, ils payent 5 000 par mois. Donc, non, mais je veux dire, les entreprises en peine de trouver un chaudronnier confirmé est capable de mettre de l'argent sur la table, réellement. Parce qu'ils en ont besoin pour la vie de leur entreprise. Et ça, vous savez pourquoi ça arrive là? Parce qu'il y a des départs à la retraite et qu'effectivement, on n'en trouve plus. Les confirmés. Donc, le confirmé, on va le payer parce qu'on en a besoin dans l'entreprise. Et encore une fois, on a la chance, le Sud attire. Donc, quand on chasse sur le national, on trouve des candidats parce qu'ils veulent aller dans le Sud. Bon, merci Julie. Bon, après, on reçoit les CV. Là aussi, on trie donc sur papier. Comment vous faites? J'ai des échanges en séance pour penser à interagir avec vous. Comment vous faites? Vous recevez les CV, vous en faites quoi? Peu importe qui parle, je ne vais pas faire le tour sinon on va perdre trop de temps. Celui qui parle. L'expérience, le profil et sur le poste qu'on recherche. D'accord. Est-ce que vous écartez facilement par rapport à quoi? Est-ce que l'adresse est un frein pour vous? Pas du tout. Ok. Pas du tout, parce que nous, on a un embauché qui venait de Gouin, qui a déménagé. Ça, c'est souvent des erreurs commises par les entreprises d'ici, de notre petit. Alors, là, vous parlez de quelqu'un qui est encore dans le coin, mais quelqu'un qui est dans le nord de la France, si possible, s'il a postulé, si lui-même a candidaté. Oui. Pas forcément, à part si on a un message comme ça. Ça, nous, on en parle à l'entretien. Nous, à l'entretien, on a vu que le poste nécessite quand même. Voilà, l'adresse, il ne faut pas se mettre de frein sur l'adresse parce que l'adresse, elle est des fois erronée. Ils arrivent, ils disent excusez-moi, par contre, l'adresse, elle n'est pas bonne. Maintenant, j'habite ici. Depuis la semaine dernière, j'ai déménagé. Ça, c'est souvent le cas. Donc, l'adresse, ne vous freinez pas avec ce critère d'adresse. Même 45 000, vous ne savez pas. Peut-être elle a trouvé, le jeune a trouvé une copine. Mais justement, elle habite là, donc je voudrais trouver un emploi avant de venir. Mais je ne ferai pas. Ou alors, j'ai l'intention, si je trouve du travail, de m'installer là où je vais trouver du travail. Donc, il ne faut surtout pas que celui-là, le critère, vous le mettiez au démarrage dans vos tri. Dans vos tri, celui-là, vous l'oubliez.
Tout à fait, c'est pas moi. C'est des jeunes, ils sont de plus en plus mobiles. Essayez, quand il n'y a pas de candidat, essayez d'élargir au maximum. Contentez-vous de regarder les compétences, les expériences des gens, etc. Ne pas fonctionner qu'au feeling. Bien vérifier les profils au regard de vos besoins de l'entreprise. D'accord? Test d'évaluation. Donc là aussi, selon le volume de candidatures reçues, soit on peut le faire en amont du premier entretien, comme là, puisque dans le déroulé, je ne suis pas arrivée encore à l'entretien, soit on le fait après. C'est-à-dire que sur des postes, si j'invente 120 candidatures, à part à la CCI, ça ne m'est jamais arrivé. Mais à la CCI, quand j'y étais, on recevait des candidatures, on mettait un poste, on recevait 100 candidatures en 8 jours sur des postes d'assistante, par exemple. Bon, à part sur des postes comme ça, où je ne vais pas recevoir 100 personnes ni m'amuser à tout trier, quand il y a des gros volumes de candidats, ce n'est pas forcément le cas pour vous, on fait passer les tests avant. Ça nous fait gagner du temps. Les tests, il faut savoir, moi j'utilise la plateforme Central Test, il en existe plein d'autres. C'est probant, c'est-à-dire que ce sont des tests qui sont avisés, qui sont mondialement connus et qui fonctionnent. On a même, sur certains tests, la capacité à voir si la personne a pipé le test ou pas, sciemment ou pas. Ça, après, on le vérifie. Ou alors, on sait que ça, attention, danger. C'est la désirabilité sociale, c'est se vendre autrement que ce qu'on est réellement. L'outil, c'est le déceler, ça. Donc, quelqu'un qui arrive aux alentours de 5 sur 10, c'est pas bon. Plus près de 0 on est, mieux c'est en désirabilité sociale. Alors là, je parle de tests professionnels, motivation et personnalité. Donc, vraiment sur la partie de l'homme, pas technique. Ça peut être technique si je peux aller sur un test en comptabilité, technique. Ça peut être technique si j'ai besoin de quelqu'un qui parle l'anglais, je peux faire un test en anglais, business ou d'autres langues d'ailleurs. J'ai la possibilité de faire un test pour les profils de commerciaux, un profil vendeur. Donc voilà, il y a des tests sur certains métiers, oui, on peut y aller. Et après, rien ne vaut, je ne sais pas si je l'ai mis, la mise en situation. Si je l'ai mis, mise en situation, test de personnalité. La situation, ça fonctionne bien aussi, surtout dans les magasins, etc. Voir comment la personne va interagir avec le client. Chez vous, c'est peut-être pas chez vous des choses. Alors là, je n'ai pas parlé des dispositifs qui existent chez Pôle emploi, etc. Mais il y a plein de dispositifs d'aide. Il y a les PMSMP, notamment de Pôle emploi, qui permettent d'accepter déjà. Ça vaut le coup sur certains postes. Il ne faut pas se fermer. Pardon? Vous avez l'AFPR aussi. L'AFPR, c'est l'action de formation préalable au recrutement. Donc, ce sont des demandeurs d'emploi essentiellement qui peuvent continuer à être indemnisés par Pôle emploi jusqu'à 450 heures, à peu près l'équivalent de 3 mois. Vous ne les payez pas pendant 3 mois. Vous engagez juste à les former ou à les faire former, en interne ou en externe. Et ils continuent à être indemnisés par Pôle emploi pendant 3 mois. C'est un bon moyen d'insérer quelqu'un dans l'entreprise. Il y a des conventions de stage aussi faciles maintenant à mettre directement en ligne. Tout à fait. Et la CCI sont habilités à émettre les conventions de stage. Oui, ils sont Ici, vous avez Céline Grigio qui s'en occupe, hein, si vous la connaissez. Ça monte en puissance. Hein, voilà. Moi, par exemple, les bilans de compétences, quand j'accompagne les adultes, j'ai la capacité, bien sûr pendant les dates du bilan, de mettre quelqu'un en stage dans une entreprise alors qu'il est déjà salarié quelque part. Durant ses congés, il peut faire un stage grâce à une convention tripartite que j'aimais. Maximum 35 heures, c'est par contre. C'est pas comme des dispositifs à faire. Et autant de fois qu'il le souhaite pour aller tester un métier, aller observer un métier. Il y a plein de dispositifs. Après, les dispositifs d'aide financière, je ne suis pas calée dessus. Et puis, ça évolue beaucoup. Et puis, ce n'est pas mon métier. Voilà, il y a des choses très intéressantes. Et la région aide beaucoup aussi sur les dispositifs RH. Oui, oui, je comprends bien. Bon, je vais essayer de passer parce que c'était l'heure du déjeuner, je crois. Mais... Allez. De l'entretien de recrutement, quand je vous ai dit que j'avais fait ce que j'ai fait là, il y a 4 ans en arrière, totalement là-dessus. Aujourd'hui, je vais le passer. Juste, il est important de mettre les bonnes personnes en face du candidat.
Donc, n'oubliez jamais le manager de proximité à l'entretien. C'est lui qui va bosser avec tous les jours. Ce n'est pas le N+2 ou le N+3 ou 4. C'est le manager. À minima, il faut qu'il y soit à l'entretien. Soit vous avez suffisamment de délégation, de confiance en votre manager et il assure totalement le recrutement, soit vous y êtes avec lui. Couplé de la RH pour ceux qui ont des fonctions RH dans les entreprises, hein, bien sûr. Mais n'oubliez jamais le manager de proximité. N'embauchez jamais quelqu'un pour aller bosser avec votre N-3. Ça, zéro. Ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'il ait choisi le candidat. Il est tout aussi important d'adopter une posture rassurante et accueillante afin de déstresser au maximum le candidat. L'important, c'est que la personne puisse s'exprimer au mieux avec tous ses moyens afin que l'on puisse estimer au mieux ses savoir-faire et son savoir-être. L'idée, ce n'est pas de stresser. Alors, les anciens recrutements où on testait les gens, on envoyait des pics pour voir comment ils réagissaient et tout, c'est fini, c'est démodé, là. On oublie tout ça. Il faut mettre les gens à l'aise. Il faut les mettre à l'aise, les gens, pour qu'ils puissent s'exprimer au mieux et qu'ils puissent vous dire réellement ce qu'ils savent faire. Et puis, vous allez voir comment ils se comportent aussi. Mais actuellement, donc, on parle des talents comportementaux ou des compétences 12. En anglais, on dit ça, c'est les soft skills. Ça aussi, les talents comportementaux sont très pris aujourd'hui à la recrutement. Parce que vu qu'on a en pénurie de candidats dans certains secteurs, on peut aller déceler un talent comportemental chez quelqu'un et on sait que la compétence est technique, donc c'est la différence entre les hard skills et les soft skills. Les hard skills, c'est tout ce qui est technique. Mais celles-là, on s'en moque un peu. On ne les trouve pas, on ne les a pas. Mais la personne, je sais qu'elle va être capable. Elle a une capacité de s'adapter, elle a une capacité d'apprendre. Et bien celui-là, on va aller le chercher. Et celui-là, vous en ferez un bon technicien si la compétence technique, il ne l'a pas. Donc, c'est ce qu'on va chercher. On a des tests, nous aussi, sur les soft skills dans les recrutements. Le déroulé de l'entretien, brièvement, en 1 minute, la personne qui accueille, le recruteur ou les recruteurs, il y en a un qui parle, 1 minute maximum, va expliquer comment va se dérouler l'entretien. Déjà, deux. Ensuite, en 5 minutes maximum, les gens autour de la table se présentent. Je dis les ou le se présente et présente l'entreprise éventuellement, mais pas plus de 5 minutes. Le but, c'est que ce soit le candidat qui parle le plus. Les recrutements, parce que moi j'accompagne aussi en 2e tour les entreprises, où c'est l'employeur qui parle de langue, et le candidat, on sort de là, on ne l'a pas entendu, ça ne sert à rien. On est là pour entendre le candidat. D'accord? Donc, 5 minutes, on se présente, pas plus. Et après, on laisse le candidat se présenter à son tour. Se présenter soi, présenter son parcours, et ses motivations pour le poste. Et ensuite, on échange, on questionne par rapport au poste. Et après, on finit par proposer au candidat, bien évidemment, s'il a des questions, toujours. Est-ce que vous avez des questions? Une fois que vous pensez avoir tout balayé, vous vous demandez, est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Et si vous n'avez pas tout balayé, il va vous poser des questions. Et à vous, en tant que recruteur, d'aborder l'environnement du poste, si ça n'a pas été validé. C'est-à-dire les horaires. Là, pardon, là, on a fait tout ce qui était poste, compétences, tout ça. On parle des horaires, de tout ce qui peut attirer le candidat. Les répartitions des horaires sur la semaine, le télétravail, s'il est mis en place ou pas, les avantages divers, vous les connaissez, il en existe plein. Et si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Vous avez peut-être autre chose à mettre en avant. L'esprit d'équipe, l'entraide, on peut toujours trouver. Mais encore une fois, je ne peux pas faire d'un cas, toutes les entreprises sont différentes. Déjà maintenant, j'ai l'impression qu'on est super sensible à la gestion de l'environnement. Et ça, on ne met pas nous on ne met pas ça en avant dans nos offres, etc. Et ils sont, on a fait des prénoms aussi pour des saisonniers étudiants, ça ressort dans tout leur discours. La manière dont l'entreprise. Alors moi, je vais vous faire les 5 premières minutes en 2 secondes des jeunes que j'accueille en orientation scolaire. Je lui donne le feutre, je lui dis, tu me fais 2 colonnes. À gauche, tu me mets ce que je veux, et à droite, ce que je ne veux pas. On va commencer par ce que je ne veux pas. Un métier avec du stress, que je veux du temps libre pour mes loisirs, et un vivant. Et après, je vais vous poser les questions dont j'ai besoin. Par contre, je voudrais, et j'espère que cette intervention elle pourra faire écho à d'autres, je voudrais préciser un truc. Les jeunes, ils ne sont pas feignants. Les jeunes, ils veulent travailler différemment. Les jeunes, ils veulent travailler 4 jours. Ils s'en foutent de travailler 10 heures. Ils sont OK pour travailler 40 heures et être payés 40 heures. Et ça, c'est peut-être un levier pour les entreprises. J'accompagne l'industrie actuellement sur Carcassonne. Ils ont bien vu ce qui se passait. Donc, c'est beaucoup d'ingénieurs, etc.
Ils sont en train d'étudier la proposition, on est en train d'analyser la possibilité, sans fermer l'entreprise, de passer tout le monde sur la base du volontariat, ceux qui veulent, sur 4 jours de 39 heures, sur 35 heures. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Donc, ils vont augmenter tout le monde en productivité de 4 heures par semaine, en attendant de pouvoir peut-être recruter de nouveaux talents. Ça fera ça en plus. Les salariés seront payés en conséquence, etc., etc. Et sur 4 jours. Donc, ils donneront 3 jours de repos consécutifs, sinon ça n'a pas d'intérêt, à leurs salariés. Donc, en gros, les jeunes, ils veulent travailler. Mais ils veulent travailler différemment parce que la valeur travail a changé. Le sens au travail n'est pas celle qu'on a connue et on ne reviendra pas en arrière. Les jeunes, ils veulent travailler, pas pour travailler. Ils veulent travailler pour avoir du plaisir à côté. Même la plupart des gens qui la crise sanitaire, c'est vraiment ce qu'ils sont même chez les. Vous avez raison, parce qu'on parle des jeunes, mais maintenant, c'est quasiment toute génération confondue. Tout ce que j'ai en bilan, hein, alors burn-out ou pas burn-out, hein, ils veulent travailler différemment. On a traversé une crise, hein, c'est comme ça, on ne reviendra pas en arrière. Exactement. Et donc, il y a des levées motivationnelles qui sont autres que la rémunération et qui tournent beaucoup sur le temps libre, même si on travaille plus à côté. On a un service environnement, etc. À chaque document, on a des jeunes, maintenant, je le mets en avant. Pour leur dire qu'on est sensible à cette question-là. C'est super important. La flexibilité. C'était la conclusion. Pour eux, ils préfèrent être dans une entreprise qui va de moi, mais l'environnement est important et qu'il faut quelque chose pour l'environnement. La question salariale, si ça n'a pas été abordé, c'est le moment de l'aborder. Avant de clôturer l'entretien, on ne se quitte pas sans l'avoir abordé. Ça, c'est clair. Quand on recrute, à la fin, si ça n'a pas été abordé à un moment donné, bon, venons-en aux prétentions salariales. Donc, pareil, mon discours va être différent selon le salaire affiché ou qui n'était pas affiché. Si c'est un SMIC, bon, par contre, vous avez vu le salaire, c'est un SMIC, vous êtes OK avec ça. Par contre, on essaiera de vous faire évoluer dans le temps. On adapte son discours. Si le salaire n'était pas affiché, pour être sûr que vous n'allez pas faire quelqu'un dégrillé, etc., quoi, si vous êtes allé chercher et déloger quelqu'un, vous allez dire quelles sont vos prétentions salariales. C'est vous qui posez la question. Moi qui suis en premier tour, qui suis un filtre par rapport au deuxième tour, je dis quelles sont vos prétentions salariales. Et là, il y en a qui me disent ah, je ne m'attendais pas à cette question. Je dis c'est important que ce soit moi qui vous la pose pour savoir si vous rentrez dans ma grille. Si on est au-delà, si la personne, je décèle qu'elle est vraiment en adéquation avec le candidat qui est recherché, moi, je vais batailler avec l'employeur, je vais dire, il vous faut le rencontrer. Vous verrez, vous, si vous pouvez négocier ou pas, en second tour, en deuxième intention. Mais c'est là, au premier entretien qu'on parle des prétentions salariales. D'accord? Allez, j'abrège parce que vous êtes après. Et après, donc, le choix, la sélection, les thèses d'évaluation, si on n'a pas déjà, si on ne les a pas déjà proposées avant l'entretien. Les mises en situation, ça aussi, ça peut se faire après l'entretien. Et une fois le candidat recruté, c'est vers ça que je veux finir, bien évidemment. Il faut accompagner le ou les nouveaux salariés. Pour réussir un recrutement, il est important d'accompagner les nouveaux salariés dans leur intégration au sein de l'entreprise. C'est le premier mot qu'on m'a cité aujourd'hui. C'est la clé là, c'est l'intégration dans l'entreprise. Donc cela peut inclure un entretien d'intégration, un suivi régulier ou encore un rapport d'étonnement réalisé par un terrain extérieur. Qui sait ce que c'est qu'un rapport d'étonnement en dehors de ceux qui ont pratiqué? Là, autour de la table. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le rapport d'étonnement? Oui? Pourquoi? Il faut être capable quand même de s'exprimer de façon. C'est des questions toutes simples. Hein, c'est qu'est-ce que vous avez connu avant, de différent? Qu'est-ce que vous aurez pu avoir pour apprendre plus rapidement votre poste? Qu'est-ce qui vous a manqué au démarrage? Qu'est-ce qu'au contraire vous avez trouvé bien dans l'organisation, etc. Il y en a peut-être qui peuvent en parler, vite fait.
Voilà, le but d'un rapport d'étonnement, c'est de voir si la personne, elle est bien déjà, est-ce qu'elle a été bien intégrée dans l'équipe, les relations qu'elle a dans l'entreprise, avec qui, comment, et si effectivement elle a connu des façons de faire différentes ailleurs. Si oui, si elle peut en faire part à la nouvelle entreprise, que ce soit en termes d'organisation, d'outils ou autre. Donc, en gros, elle est là pour faire des critiques, mais constructives, pas des remarques négatives. Et ça fait progresser tout le monde. Et donc ça, soit vous le faites en interne, mais pas par le manager direct. Effectivement, l'ARH, vous avez votre rôle là pour pouvoir faire ce rapport d'étonnement en interne, ou alors faites appel à un cabinet extérieur aussi, un tiers extérieur. Bien ça. Ouais. C'est pas de volontariat, il y avait une charte qui est le rapport d'étonnement. Elle n'avait pas accompagné, mais c'était pas elle qui venait le faire. J'en fais fréquemment depuis que je propose mes recrutements. C'était bien pour les agents de parrain, eux, ils se sentaient impliqués. Et pour le nouveau, ben, au moins, il y avait un direct qui n'était pas hiérarchique. Parfait, c'est bien ça, il faut dans les entreprises. Et servez-vous des seniors aussi. Bon, là, c'est un autre sujet qui est passionnant, tout aussi passionnant. Les seniors, il ne faut pas leur dire, bon, allez, toi, tu me coûtes cher, allez, vite, on va voir si tu ne peux pas avoir ton droit à la retraite. Non, faites bien le parcours, tu deviens tuteur dans l'entreprise, accueillez des jeunes et demain, eh bien, son emploi du temps, vous le modifiez s'il est fatigué. Pendant deux demi-journées, eh bien, il fait son boulot et l'autre demi-journée, il forme d'autres jeunes. Et il transmet son savoir. Alors, tout le monde n'a pas le profil pour, mais essayez de le déceler en amont. N'attendez pas que la personne arrive fatiguée à la retraite. Appuyez-vous sur les seniors. Aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a 3 générations qui coexistent dans les entreprises, les X, Y et Z. Faire avec. Il ne faut pas délaisser un public pour un autre. Donc, enfin, on pourrait poursuivre sur le plus important pour réussir ces recrutements, à savoir soigner sa marque employeur. C'était ma conclusion, n'est-ce pas? Pour attirer les meilleurs candidats, il est important de soigner la marque employeur. Cela implique de mettre en avant les avantages de travailler pour l'entreprise, tels que les opportunités de formation, la culture d'entreprise, les perspectives de carrière, etc. La marque employeur peut être valorisée à travers le site internet de l'entreprise si vous en avez un, les réseaux sociaux ou encore des témoignages de vos propres salariés. C'est ce qui fonctionne le mieux. Quand on dit par rapport au job, ben, c'est nos clients qui nous ramènent le plus de boulot parce que c'est les clients satisfaits qui en parlent autour et tout ça. C'est pareil pour les salariés. Pour les attirer, soignez vos propres salariés à l'intérieur de l'équipe. Donc, mon dernier conseil, ça serait de fidéliser les salariés en place pour maintenir une bonne réputation auprès des candidats et attirer des nouveaux talents. Voilà comment je terminerai. Soignez ceux qui sont déjà là et vous verrez, vous arriverez à attirer des nouvelles personnes.